va m'intéresser, je vais reprendre. Il y a des choses qui vont être reprises de ce qui a déjà été présenté, mais peut-être que pour vous, ça permettra de m'articuler. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est un petit peu les organisateurs du voyage, mais aussi de savoir qui voyage. Hein, parce qu'on l'a dit juste assez souvent, c'est quand même une perspective à la première personne. C'est moi dans ce décor, c'est moi dans ce projet, comme la laitière. Alors, la première étude sur laquelle à laquelle je me suis intéressée, c'est Karabanagiotidis. C'est une étude qui rassemble 80 sujets auxquels on va confier une tâche avec des chiffres qui va solliciter une partie de leur attention. Et puis, à ces sujets, on va les interrompre dans leur tâche à plusieurs reprises et on va leur demander à quoi vous pensez. Et suivant qu'ils pensent, suivant qu'ils sont engagés dans un voyage mental, dans le passé ou dans le futur, ou que leurs pensées sont vraiment attachées à la tâche, eh bien, ça va permettre de les répartir en deux groupes. Et c'est ces deux groupes qui vont être comparés. Donc là, tout d'abord, c'est une IRM de diffusion, donc ça permet d'obtenir des données structurales, et en particulier, ça permet de reconstruire les faisceaux myélinisés, donc la substance blanche. Et ce que les auteurs ont observé, c'est que la différence entre les deux groupes, il y a une région qui est plus myélinisée chez les sujets engagés dans le voyage mental. C'est une région très centrale, ici, en rouge. Bon, voilà, je prends un peu trop. Voilà. Bon, c'est très central, il y a une probabilité d'un certain nombre de faisceaux, mais maintenant on a des moyens d'inférer la structure à laquelle est associée cette substance blanche, et la probabilité la plus élevée est qu'il s'agit de l'hippocampe. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a des connexions de l'hippocampe qui sont plus fortement myélinisées chez ces sujets plus facilement engagés dans le voyage mental. La question suivante est donc de savoir avec quelle autre structure l'hippocampe est-il en connexion. Cette fois, c'est l'IRM fonctionnel au repos. Ça permet d'étudier la connectivité fonctionnelle entre les différentes régions cérébrales. Et ce qu'on voit ici dans l'ensemble du groupe, c'est que l'hippocampe est en lien avec un grand nombre de régions, ici, mais que chez les sujets plus facilement engagés dans le voyage mental, il y a une région qui est le cortex préfrontal médian, qui est plus fortement en lien avec l'hippocampe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce cortex préfrontal médian est une structure qui appartient au DMN. Donc, le DMN, ça, ce sont les différentes zones du DMN, comme ça a été décrit dans la littérature. Et ce qu'on voit, c'est que la connectivité fonctionnelle de l'hippocampe, c'est-à-dire les structures qui sont associées fonctionnellement avec l'hippocampe, eh bien, se superposent avec ce DMN. Donc, ce que nous présente cette étude, c'est que finalement, il y a une intégration très forte de l'hippocampe dans le DMN, plus particulièrement chez ces sujets engagés dans les voyages mentaux, facilement engagés dans le voyage mental. Donc, deux organisateurs. Tout d'abord, le DMN. On sait que c'est un réseau avec des hubs, donc des régions cérébrales qui vont articuler ce réseau. C'est un réseau qui est actif dans la remémoration, mais aussi dans l'introspection, la rêverie, le voyage mental. Et puis, un autre organisateur, l'hippocampe. L'hippocampe, dont on sait depuis longtemps qu'il est engagé dans la mémoire épisodique, dont on sait aussi qu'il est engagé dans la navigation spatiale, peut-être un peu moins longtemps, et dont maintenant, on doit bien prendre en compte que, en fait, l'hippocampe a un rôle probablement de la construction d'une scène en ligne. Et ça, finalement, ce que vous a exposé Yves Goldberg est exactement ça. C'est-à-dire que l'hippocampe est en mesure de recréer une scène. Et il recrée une scène non seulement d'un point de vue visuel, mais recrée une scène avec toutes les composantes, que ce soit olfactive, que ce soit visuelle, auditive, etc. Vous voyez, des reconstructions en ligne de la scène. Et que lorsque l'hippocampe et le DMN agissent de concert, alors cela permettrait l'accès à la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, voilà, la mémoire épisodique, c'est vraiment recréer la scène en son entier. On met ça en regard de la mémoire sémantique, où là c'est beaucoup plus ce qui est verbal. Alors, la question qu'on peut se poser, sans hippocampe, pas de voyage? Eh bien, en fait, là c'est une étude avec 6 patients. Donc c'est une petite étude. C'est des patients qui ont des lésions bilatérales de l'hippocampe. Il n'y a pas de problème de mémoire de travail. Ce n'est pas des résections de l'hippocampe, il reste encore de l'hippocampe. Et 12 contrôles. Mais par contre, quand on leur demande un petit peu de caractériser leur pensée, ici c'est une échelle dans le temps. En bleu,
on voit que les sujets peuvent avoir des pensées en lien avec des événements du passé qui sont plus abondants que des événements du futur ici. Par contre, chez les sujets avec des lésions, on voit que les pensées sont essentiellement en lien avec l'ici et maintenant. Il y a peu de projections. Voilà. Quand on regarde le contenu, on voit eh bien, le moi est toujours au centre quand même de la scène, aussi bien chez les patients que chez les sujets. Ça occupe 80% des pensées. Par contre, la façon d'y penser est différente. C'est-à-dire que chez les sujets contrôle, eh bien, c'est vraiment une pensée de nature épisodique. Donc des scènes riches, visuelles, auditives. Et ça, c'est beaucoup moins le cas chez les sujets avec des lésions. Au contraire, chez ces sujets-là, on voit que leurs pensées sont beaucoup plus de nature sémantique. Donc c'est la petite voix qui parle dans la tête. C'est très verbal. Voilà, c'est vraiment pris dans le verbe. Voilà, c'est quand même ces données-là qui nous indiquent quand même que l'hippocampe a un rôle causal dans le vagabondage mental, dans le voyage mental aussi. Donc, si je reprends le diagramme qu'on a tous utilisé, eh bien, voilà, je mets en fait à l'origine de cet axe les informations mnémoniques, le DMN et l'hippocampe qui vont générer des pensées. Et ces pensées vont être façonnées selon deux axes. Un axe Y ici qui est plus de la contrainte automatique que j'intitule un axe passif qui est de l'ordre de la répétition, les choses se répètent, et un axe horizontal qui est plus de la contrainte délibérée où voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acte volontaire qui permet par exemple de focaliser le voyage mental sur un point bien précis de son passé par exemple, où je considère que le moi est actif, voilà, le moi est en jeu. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu en amont, voir qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là, quelque part pour aller sonder un petit peu ce moi, celui qui permet de naviguer sous cette zone-là. Et donc, je me suis intéressée aux champignons, cactus, les substances telles que la psilocybine, présente dans le champignon magique, la mescaline, le DMT, le LSD, qui sont tous des agonistes des récepteurs sérotoninergiques. Donc, le compte-rendu subjectif, c'est vraiment, ça provoque des distorsions visuelles et auditives, des changements d'émotion et d'humeur, mais aussi une sensibilité exacerbée aux stimuli internes et externes. Alors, il se trouve qu'il y a pas mal de labos qui travaillent sur ces substances-là, vous ne pouvez pas voir, mais voilà, et qui ont étudié la connectivité fonctionnelle, et on voit des changements qui sont assez importants dans les réseaux, et surtout dans l'articulation des réseaux entre eux. Alors, dans l'ensemble, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une augmentation de l'intégration entre les aires corticales. Alors, d'habitude, il y a une ségrégation. La ségrégation est nécessaire justement voilà, pour ne pas tout mélanger quelque part. Donc, il y a une augmentation de l'intégration, il y a un plus grand répertoire d'états cérébrodynamiques et il y a quelque chose qui atteint le DMN, une diminution de l'intégrité fonctionnelle du DMN. C'est quelque chose qui semble revenir à plusieurs reprises. Je me suis intéressée à savoir, mais qu'est-ce qui se passe quand on force un peu la dose? Eh bien, ici, on a un petit radar. En pointillé, on a l'état d'éveil et on voit que les pensées sont beaucoup de nature sémantique, autobiographique. Vous voyez, on est vraiment pris dans le verbe ici. Quand on utilise des psychotropes à des doses élevées, il faut regarder ici la partie en vert foncé qu'on voit là. Et ce qu'on voit, c'est que cette partie autobiographique peut être totalement perdue. Les personnes peuvent ne même plus savoir quelles sont, ne plus avoir accès aux données autobiographiques. Et puis, ces pensées ne sont plus, on n'est plus au centre de la petite histoire. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a aussi une sorte de perte du sentiment corporel de soi. C'est-à-dire que le corps n'appartient plus, c'est le sentiment d'appartenance, la présence du corps se fait moins conscience, et les sujets disent vraiment avoir quelque chose comme un sentiment océanique avec une continuité en soi et le monde, voilà, quelque chose de très vaste. Même la position dans l'espace est perdue. Et ce changement, donc c'est vraiment un changement de conscience qui est très important, et ça me laisse penser que finalement la conscience réflexive, qui est vraiment le propre ici,
difficile à l'état d'éveil, eh bien, celle-ci fait place à une conscience phénoménale qui prend tout l'espace. On voit bien qu'il y a une richesse phénoménale qui est apportée par ces drogues. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des réseaux dans ces cas-là? Eh bien, ce qui a été constaté, c'est que ça, c'est la concentration de psilocybine dans le sang. Plus la concentration est élevée dans le sang, moins le DMN est intègre. Il y a une sorte de désintégration du DMN avec le temps. Et cette donnée-là est aussi confirmée subjective. Plus le sujet a l'impression que la drogue a fait beaucoup d'effets, moins on trouve une intégrité du DMN. Ce grand réseau-là se perd son organisation, en quelque sorte. La même chose sous LSD. Avec le LSD, on voit qu'il y a une désintégration du DMN qui est corrélée avec une disparition du voyage mental. Le voyage mental, on se rappelle, c'est quelque chose où le moi est vraiment très actif. Donc là, il y a quelque chose qui disparaît avec des fortes doses. Et ça fait partie d'un travail que, par ailleurs, où je me suis beaucoup intéressée au rôle intégrateur du DMN, la capacité du DMN à intégrer différentes fonctions, avec cette idée-là que le DMN pourrait mettre en lien des données en provenance du cortex pour intégrer finalement l'histoire du sujet. C'est pour ça que j'avance l'hypothèse que je soumets à votre réflexion que est-ce que ce n'est pas le DMN qui pourrait sous-tendre le moi et que justement la réduction de l'intégrité du DMN entraînerait une perte d'accès temporaire, mais une perte d'accès